Bonjour à toutes et à tous, je vous invite à prendre place afin qu'on ne puisse pas prendre trop de retard aujourd'hui. On a un programme des ateliers assez chargé. Votre attention pour un rappel ou une information que vous n'avez peut-être pas eue. Dans la pochette qui vous a été remise hier, il y avait un petit journal, le Ch'ti Journal. Et on a également une édition tous les jours, mais on ne donne pas une pochette tous les jours. Donc sur la table de l'accueil, vous avez l'édition du jour. Vous en aurez également une demain. On doit ce très beau travail aux collègues du Centre Ressources Orientation Handicap, Christine, Caroline et Myriam, et également aux stagiaires PsyEN, Edo et Edin, qui sont du centre de formation de Lille. Et je vais justement passer la parole à Caroline et Alicia pour un autre rappel ou une information qui est dans le journal, mais on se dit là, il y a des gens qui ne l'ont pas vu. Donc bonjour à tous, on voulait juste vous rappeler qu'en fait il y a une petite exposition avec des anciens tests qui sont à votre disposition en salle D. Et donc voilà, c'est juste pour vous rappeler, il va y avoir aussi un petit quiz, ça peut être intéressant que vous puissiez participer. On remercie aussi Séverine Nafati, qui est notre coordinatrice, qui a permis du coup de récolter ces vieux tests. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça vaut le détour, j'avais pris des photos, mais je n'arrive pas à vous les afficher, donc vous irez voir en vrai. Et donc ce petit quiz, c'est un concours. Pour y participer, vous avez un QR code qui est sur le journal. Vous le scannez, vous répondez en ligne, et donc il y aura un prix remis demain en fin de matinée pour le grand gagnant. Voilà. Et bien, donc je vais vous laisser en compagnie donc, de Patrice Huer, qui est pédopsychiatre, auteur d'un ouvrage « Comment l'école s'éloigne de ses enfants ». Et donc ça va être un petit moment animé par Sophie Giaretti, collègue PsyEN, qui est également membre du comité d'organisation au CIO de Lille. Voilà, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Patrice Huer, bonjour. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui avec nous pour ouvrir cette deuxième journée nationale d'études de la PsyEN à Lille. Donc, comme Joël l'a rappelé, vous êtes pédopsychiatre, vous êtes psychanalyste. Vous coordonnez également au niveau national la pédopsychiatrie du groupe Clinéa qui comprend une vingtaine d'unités psychiatriques de soins adolescents-enfants un peu partout en France, dont une que nous connaissons ici à Lille, c'est la clinique Lautréamont. De ce fait, vous êtes un peu en terre quelque peu connue quand vous arrivez ici. Dans ce cadre, vos missions sont variées. Vous vous déplacez dans les différents centres pour aider à mettre en place des projets de développement de ces unités de soins. Vous pouvez accompagner aussi des équipes qui parfois se trouvent un peu en difficulté sur certaines histoires cliniques, dans le cadre d'analyse de pratique notamment. Et puis vous contribuez aussi à la formation des nouveaux professionnels qui peuvent arriver dans ces unités de soins. Lorsque nous avons préparé ensemble, en échangeant votre venue, vous avez également évoqué votre participation à la mise en place de dispositifs d'accueil lycéen, décrocheurs, pour raison de phobie ou de refus scolaire anxieux. Et c'est le dispositif DALI, donc D-A-L-Y, qui associe un lycée avec une équipe d'enseignants volontaires, bénévoles et un centre de soins pour la partie thérapeutique. Alors, vos derniers ouvrages, notamment depuis la période que l'on nomme désormais période Covid, ont en fait tous un lien, quelque chose à voir avec la thématique qui nous intéresse cette année, penser l'avenir dans un monde incertain. En fait, ils sont parcourus d'un même questionnement, à savoir comment fait l'école avec cette nouvelle génération d'enfants, d'adolescents, ou plutôt comment ne fait-elle pas en réalité, et de pointer en fait dans ces ouvrages la nécessité pour l'école de développer certaines compétences
afin d'équiper, c'est le terme que vous utilisez, d'équiper ces jeunes qui seront adultes de 20 ans et qui seront, pour qu'ils se développent harmonieusement et qu'ils puissent qui seront adaptés ou qui sauront s'adapter au monde dans lequel ils évolueront alors. Voilà. De ce fait, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Je fais partie d'une espèce en voie de disparition puisque nous ne sommes plus que 600 en France, dont la moitié a plus de 60 ans, les pédopsychiatres. Il y a quelques années encore à attendre avant qu'un renouvellement générationnel puisse éventuellement s'opérer, mais on sait que pour former cette espèce-là, il faut quand même un petit moment. Voilà, mais je suis très content de venir témoigner finalement avec vous d'une expérience maintenant très ancienne avec les enfants et les adolescents, de par mon métier, de par ma vie personnelle et familiale, etc., et de pouvoir rendre compte finalement d'un certain nombre de changements, on peut dire même des changements majeurs qui s'opèrent dans les nouvelles générations au fil des temps, sur un rythme que nous n'avions jamais connu auparavant. On est face, donc je me propose, avant de vous laisser la parole et de vous proposer un échange autour de ces thématiques, je vous propose 2 temps principaux, un temps qui ferait le constat de la situation actuelle vue de ma fenêtre, et puis un temps où je proposerai peut-être quelques remèdes, c'est bien ambitieux, mais quelques idées que vous partagez, j'imagine déjà, concernant la manière d'accueillir finalement les enfants et les adolescents aujourd'hui dans ce monde. Alors, du côté des constats, on est face à l'évidence à une crise des transmissions. Ce qui se transmettait de génération en génération pendant les siècles précédents, les savoir-faire, les savoir-être, les représentations du monde, les représentations de l'avenir étaient relativement stables, c'est-à-dire qu'on pouvait, quand on était parent, grosso modo, avec certaines chances de réussite, prédire l'avenir. L'endroit où l'enfant, quand il va grandir, va demeurer, l'activité qu'il pourrait avoir, etc., avec une reproduction d'ailleurs sociologique qui pouvait poser question, par ailleurs, bien évidemment. Mais une certaine reproduction qui permettait d'anticiper la façon dont la génération suivante allait pouvoir vivre. Aujourd'hui, c'est évidemment totalement terminé, et ça, c'est un changement tout à fait majeur. Et comme vous le dites très bien dans votre titre, on est plutôt aujourd'hui face à l'incertitude. L'incertitude qui domine de par tous les changements rapides qui affectent l'organisation de vie, des familles, du couple, du monde, bien évidemment, et ce monde dans lequel les enfants doivent commencer à apprendre à s'inscrire. On a Et puis, il y a un autre changement qui s'est opéré, évidemment, ça ne vous a pas échappé, qui est les changements, qui sont le changement dans les modes éducatifs, la manière de considérer la relation à l'enfant, la manière de l'éduquer, au sens très large du terme, que là, vraiment, il y a un changement tout à fait radical aussi, qui ne date pas de cette année, ni des années Covid, mais déjà depuis quelque temps, à savoir que le mode d'emploi parental, finalement, qui se transmettait d'une génération à l'autre concernant ce que l'on devait attendre d'un enfant, lui demander, exiger de lui, là où on devait le limiter, etc., ce mode d'emploi laissait la place à une sorte d'inversion qui n'est pas sans poser question, telle que c'est à l'enfant maintenant bien souvent de décider ce qui lui convient. Dis mon chéri, qu'est-ce qui te plairait le plus pour les prochaines vacances, qu'on aille à la campagne, à la montagne ou à la mer ? Ah, tu veux pas aller à la mer, c'est dommage, nous on avait envie. Bon, ben écoute, si tu le veux, nous irons donc à la campagne ou inversement. Donc on a là une inversion complète qui aurait été inimaginable dans les générations antérieures, mais qui, dans ma bouche, n'a pas du tout de valeur négative. C'est ainsi, c'est un changement dont il faut prendre la mesure et dont il faut tirer les conséquences.
L'autre, ce qui aboutit évidemment à une génération adolescente, puisque c'est ce groupe d'âge qui vous intéresse professionnellement, et moi aussi, qui est un groupe d'âge qui a considérablement changé. J'ai pu voir vraiment au fil des décennies, c'est le privilège de l'âge, une évolution tout à fait considérable de cette génération dans sa manière d'être, sa manière de s'adresser aux autres, de son rapport au monde, etc. On a vraiment un changement tout à fait considérable qui s'est opéré dans un temps très réduit, mais il ne faut pas que l'on oublie, quand on est professionnel de l'adolescent, que l'on oublie que les fondamentaux qui génèrent la manière d'être et la manière de fonctionner de l'adolescent, ces fondamentaux restent toujours les mêmes, c'est-à-dire les changements pubertaires, et que le corps est toujours le moteur qui anime ensuite le reste, qui se confronte, le reste se confrontant évidemment au monde environnant. Mais il ne faut pas que, sous couvert de changements comportementaux, d'usage, de manière d'être et de faire, on oublie que les mêmes questions sont toujours à l'œuvre chez les adolescents dont on s'occupe. Qu'est-ce que je vais faire de ce corps nouveau qui arrive après la puberté ? Comment je vais pouvoir l'adopter d'une certaine manière et le reconnaître comme étant le mien. Et cette question-là reste évidemment toujours très active pendant toutes les années qui succèdent au démarrage de la puberté, c'est-à-dire principalement les années collège, mais parfois aussi les débuts des années lycée. Et que de la même manière, la question de l'identité qui se construit au fil des années, le fameux « qui suis-je » et donc « qui vais-je être » ou qui je veux être, ces questions-là restent toujours très actives. Donc, attention à ne pas confondre des changements apparents avec des fondamentaux qui sont tout à fait les mêmes et qui organisent ces fondamentaux, parfois le rapport aux études, le rapport à l'avenir, etc. Quand on est entièrement occupé par une poussée d'acné ou par le sentiment qu'on est trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre, qu'on n'est pas comme les autres, qu'on est anormaux, etc. Comment voulez-vous pouvoir vous inscrire dans des perspectives dans lesquelles vous pouvez penser trouver une place ? L'actualité immédiate du corps, du développement, les questions identitaires dominent à ce moment-là le tableau. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Par contre, du côté des changements, évidemment, on ne peut que souligner déjà depuis quelques générations, mais 2 générations, je dirais, la difficulté de se repérer dans le parcours qui balise le passage à l'âge adulte. Qui aujourd'hui pourrait dire parmi les adultes, les professionnels, les parents, voilà ce qu'il faut que tu fasses pour être reconnu par nous comme un adulte. C'était évidemment tout à fait indiqué dans les sociétés dites primitives, avec les épreuves initiatiques, les rituels qui permettaient au décours du saut dans les îles de la Pentecôte, du saut d'une tour en bambou de 25 mètres de haut avec une liane à chaque cheville, quand vous aviez sauté et que vous n'étiez pas mort, parce que la liane avait été bien calculée dans sa longueur, vous étiez reconnu comme initié. Bon. Aujourd'hui, le saut élastique est un maigre palliatif et qui ne va pas donner lieu évidemment du tout à la même reconnaissance. Donc ce passage à l'état d'adulte, aujourd'hui, on ne peut pas dire ce qui va en témoigner. L'âge, la majorité, ça ne veut pas dire grand-chose. Les changements corporels, ils sont variables d'un sujet à l'autre, l'insertion sociale, l'autonomie financière, la prise de distance d'avec les parents, etc. Tout ça est éminemment variable, ce qui fait que le balisage de ce passage et de la reconnaissance d'un statut d'adulte est beaucoup plus délicate. L'autre élément dans les constats que l'on peut faire du côté de cette nouvelle génération adolescente, et je dirais même infantile aussi, c'est la capacité, dont certains adultes sont d'ailleurs assez jaloux, d'être multitâches. Ils ont une capacité d'être simultanément sur plusieurs opérations. Le portrait robot de l'adolescent contemporain, il est allongé sur un canapé ou sur son lit, il a des écouteurs, il a le smartphone en main, un écran d'ordinateur devant, il est en même temps sur les réseaux sociaux, il communique avec ses camarades, il regarde éventuellement une série, etc., etc. Il est multitâche. Alors, les parents effrayés disent « Mais comment tu peux te concentrer de cette manière-là ? Enfin, il y a un programme à suivre, il y a des épreuves demain, comment tu vas faire ?»
eh bien, il semble que, quand même, pour la plupart, ils s'en débrouillent pas mal, ce qui pourrait paraître inconcevable aux plus anciens. Et je pense que ça les rend un peu jaloux parfois. Donc, multitâche. Le rapport au temps est un autre élément qui a considérablement changé. Le rapport au temps, on est avant tout dans l'instant, dans le présent. Quand je dis on, c'est pas seulement les adolescents et les enfants, hein, c'est notre société. On va suivre en direct les actualités et aussi dramatiques soient-elles, le lendemain, elles laisseront la place à une nouvelle actualité qui intéressera tout autant. Donc, on est dans un rapport au temps qui privilégie le présent. Et ça, c'était évidemment dans le fonctionnement adolescent une caractéristique habituelle. On disait, mais attends, pense un petit peu à ton avenir, regarde ce que tu es en train de gâcher ton avenir, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu ne travailles pas, etc. Tu es en train de compromettre ton avenir. Mais le présent dominait évidemment le tableau et l'intérêt, l'investissement de l'adolescent. C'est encore souvent vrai. Le problème, c'est que maintenant, les adultes sont aussi bien souvent dans cette manière de fonctionner où l'instant et le présent dominent. Et c'est dans le même temps qu'on va leur demander de se projeter dans l'avenir. Donc, on a là des contradictions qui ne sont pas des moindres. Et je le vois, moi, m'occupant aussi de jeunes adultes et intervenant dans des grands groupes, des grandes entreprises, la déroute et le désarroi d'un certain nombre de responsables qui ne comprennent plus le fonctionnement de leurs jeunes recrues dans la vingtaine, hein, qui demandent surtout un CDD, pas de CDI, je veux pas de CDI. Hein. Alors ça paraît très, très, très choquant, hein, qui, au bout de 4 mois de travail, disent au revoir, je pars demain, finalement je vais faire le tour du monde. Ah bon, très bien. Donc des modifications assez importantes dans la manière de considérer l'engagement, si on peut dire, c'est-à-dire, et aussi l'engagement dans le temps. On verra bien demain. On verra bien demain. Et ce rapport à l'avenir est évidemment à mettre en parallèle avec les incertitudes, puisque c'est votre titre, un monde incertain, c'est-à-dire l'incapacité dans laquelle nous sommes, si on veut bien le reconnaître, de définir les contours de l'avenir. On sait que 50% des métiers, dans une dizaine d'années, je crois, sont inconnus aujourd'hui. Donc comment dans cette configuration-là, peut-on dire sérieusement, voilà ce qu'il faut que tu fasses pour que dans 10 ans, tu aies telle activité, tel métier, etc. Ça devient extrêmement difficile et ça débouchera sur ce que je vous proposerai ensuite comme conséquence. Mais en même temps, on a une représentation de cette génération adolescente, nous les adultes, qui est totalement faussée pour ceux qui, contrairement à vous et à moi, ne les connaissent pas à longueur de journée et ne les rencontrent pas à longueur de journée. Il y avait eu un sondage qui avait été fait par le journal Le Monde il y a déjà 2 ou 3 ans, qui demandait aux parents et aux adolescents simultanément quelle était leur représentation de l'avenir. Et vous aviez 80% des parents qui répondaient que l'avenir pour leur enfant leur paraissait très inquiétant. Et vous aviez dans le même temps 80% des adolescents qui disaient « nous, l'avenir, ça ne nous inquiète pas particulièrement ». Donc on voit là vraiment un écart très très important dans la relation au futur, l'anticipation de quoi, alors, et que finalement cette incertitude pour un bon nombre de ces jeunes fait partie du paysage alors qu'il ne faisait pas partie du paysage pour les plus anciens. Alors l'autre question qui se pose et que l'on observe toujours dans les constats, c'est une certaine labilité des investissements, labilité de l'attention. Il y a une épidémie de troubles dits de l'attention. Hein. On augmente le nombre d'enfants mis sous Ritaline, etc., sous couvert de troubles de l'attention et d'hyperactivité. Simplement, les mêmes devant un écran pourront rester des heures tout à fait calmes et tranquilles. Donc ça pose quand même une question, bien sûr sur les effets de la relation aux écrans, on pourrait y revenir, mais aussi quand même sur ce constat que l'on peut faire, n'est-ce pas simplement, comme pour chacun d'entre nous, quand on s'ennuie, on regarde ailleurs et on pense ailleurs. Donc là, il y a aussi quelque chose à prendre en compte si on veut
dans le négatif dans l'appréciation que nous pouvons en avoir. Alors, l'autre question qui se pose, c'est celle qui concerne les modes de... Je vous donne ça un petit peu en vrac, hein, enfin comme point saillant, de mon point de vue, ça va être les conditions de la socialisation. La socialisation qui se passait à l'échelle d'abord de la famille quand on était petit, puis du groupe d'amis à l'école primaire ou dans les activités périscolaires, puis au collège et au lycée, ça s'élargissait un peu, mais le groupe d'amis en général du collège ou du lycée, les activités extérieures, la famille de moins en moins, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement cela. Le périmètre s'est considérablement élargi via les réseaux sociaux, ce qui fait que l'on peut être ami, entre guillemets, je vous l'accorde, mais tout de même avec d'autres jeunes de Corée, de Chine, d'Amérique du Sud, etc., etc. Donc, la socialisation avec les réseaux sociaux a aussi considérablement évolué et donne une représentation du monde tout à fait différente aux jeunes dès qu'ils sont très jeunes, très petits. Hein, et que cette limite géographique qui imprimait sa marque sur la socialisation, là, n'existe quasiment plus. Et plus ils grandissent, plus ça va être le cas. Alors on pourrait le déplorer ou on peut se dire il y a une ouverture au monde qui n'existait pas avant, qui est aussi peut-être tout à fait intéressante, qui permet de rencontrer des différences de point de vue, des différences de vie, etc. Et que cela, c'est peut-être aussi enrichissant. Et le dernier point que je voudrais faire dans ces constats, on pourra en faire beaucoup d'autres évidemment, c'est le fait que, je poserai ça de manière un peu abrupte, c'est où sont passés les adultes? Les adultes au sens de figure pouvant servir de balise à des adolescents qui, eux, par définition, sont un peu comme une barque qui est accrochée par une ancre sur la mer et qui, au gré des vents et des courants, se balade, mais ne dérive pas parce qu'il y a ce point d'ancrage. Où sont passés les adultes? Et je pense qu'il y a, je ne sais pas si vous en faites le constat, mais moi, à rencontrer, m'occupant d'enfants, d'adolescents, à rencontrer les parents, évidemment, quasiment à chaque fois, beaucoup d'adultes sont dans un grand désarroi. Ils ne sont pas du tout démissionnaires, comme on l'entend dire. Ça, je m'inscris en faux. Ils n'abandonnent pas leur mission, leur rôle et leur responsabilité parentale. Ils ne savent plus comment faire. Ils sont perdus, désemparés. Et ce désarroi adulte, à un âge où on se construit et où on a besoin de quelques points de repère, est extrêmement inquiétant pour les adolescents qui, du coup, sont mis dans la position de veiller à l'adulte pour pas qu'il s'inquiète davantage, beaucoup plus qu'à se soucier de lui et de la constitution de sa destinée. Là, cette inversion que l'on retrouve, je caricature un peu, mais qu'on retrouve assez souvent, est une inversion problématique parce qu'elle est douloureuse pour les parents en question, qui disent « mais je ne sais plus quoi faire, moi », et qui attendent donc des recettes. Or, l'adolescent ne veut pas de recettes, il veut connaître ce que son parent pense. Et ce parent-là, pas les autres en général. Et il va les chercher jusque loin parfois pour faire émerger derrière la réponse standard prise dans le dernier magazine, la position réelle du parent qui est le sien. Et donc là, on a aussi dans ce rapport adolescent-adulte, la recherche d'adultes. On pourrait dire que les adolescents sont bien souvent, ils ne le diront évidemment jamais comme ça, à la recherche d'adultes. À la recherche d'adultes au sens de points fixes qui leur permettent, non pas forcément de se soumettre à la volonté de ces adultes, mais au moins d'avoir des points de repère. Donc voilà quelques-uns des points qui me paraissent saillants aujourd'hui. Alors, face à cela, que peut-on dire? On est donc, on peut avoir une vision, ce qui est souvent le cas, très négative de cette évolution. Et se dire vraiment, comme Hésiode le disait déjà dans l'Antiquité, le monde court à sa perte.
les jeunes ne respectent plus les anciens, etc., etc. C'est un refrain que l'on connaît depuis la plus haute antiquité. Donc, mais qui retrouve une certaine vigueur aujourd'hui. On ne sait plus comment faire, tout fiche le camp. Allez, sauf qui peut, nous, on abandonne la partie. Hein. Et donc, on va avoir bien souvent une vision négative de la situation et une vision angoissée face à ces nouveautés, à ces changements extrêmement rapides, il faut bien le rappeler. Le numérique est venu compléter le tableau. Hein, ça ne fait pas très longtemps. Je préside un institut du virtuel que j'avais créé avec des universitaires de l'Université Paris-Descartes sur les relations virtuelles et comment ça a évolué. On a créé ça il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années. On voit bien l'évolution et comment ce qui n'était pas vraiment encore un grand souci devient une question tout à fait centrale dans la vie de chacun. Regardez les familles qui vont au restaurant avec leurs enfants, ils sont tous avec leur smartphone. Hein. Regardez les transports en commun, regardez, etc. Voilà. Donc, il y a eu un changement tout à fait radical qui a entraîné et qui entraîne des modifications tout à fait importantes dans les relations interindividuelles, intergénérationnelles et dans les relations plus larges au monde. Hein. Il y a maintenant la possibilité, dans un amphithéâtre avec des étudiants, l'enseignant fait un cours d'histoire, dit qu'en 1832 il s'est passé ci ou ça. Un étudiant lève la main et dit non, c'est pas 1832, hein, c'est 1833. Donc parce qu'en même temps que l'enseignant parlait, ce qui est un signe de grande attention de sa part, cet étudiant cherchait sur Internet, en même temps vérifier les informations. Et on voit tout de suite là qu'il peut y avoir deux réactions d'adultes. La première, je fais deux extrêmes, hein, qui va être écoutez, taisez-vous, écoutez, méfiez-vous des fake news, et puis hein, on en reparlera plus tard. Mais silence, s'il vous plaît, je parle. Et puis l'autre extrême qui va être écoutez, c'est très intéressant, venez donc à l'estrade, montrez-moi où vous avez trouvé ça, sur quel site, d'où viennent ces informations. Quitte à reconnaître qu'il s'est trompé d'une année. Après tout, ce n'est pas non plus dramatique pour un adulte de reconnaître qu'il s'est trompé. Mais peut-être de redresser la barre et de permettre à cet étudiant d'aller mener ses recherches de manière plus adaptée, en se méfiant des fausses informations. Donc, on voit là qu'il y a une place nouvelle qui va occuper de plus en plus de terrain et que nous avons évidemment à intégrer dans nos pratiques. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je prône auprès des équipes soignantes que je coordonne l'utilisation des médiations numériques dans les soins, l'utilisation des jeux vidéo dans les soins, à condition d'en parler aux parents des adolescents pour qu'ils ne se disent pas mais qu'est-ce que c'est que ça, vous dites que vous les soignez, vous les faites jouer aux jeux vidéo. Attendez, ça ne va pas du tout. Donc il y a un travail pédagogique préalable, mais c'est tout à fait précieux. Et on sait bien que par ces biais-là, par ces intermédiaires-là, par ces médiations-là, nous aurons accès à un matériel tout à fait précieux qui ne viendrait certainement pas de la même manière uniquement à travers l'expression verbale en face à face. Donc, la place du numérique qui a beaucoup augmenté. Et dans le même temps, avec les réseaux sociaux, etc., on voit aussi combien la communication générationnelle a pris de l'ampleur. La moindre information est diffusée immédiatement à une communauté extrêmement large. Hein. Et donc, là aussi, nous avions, quand on hospitalisait ou quand on recevait en consultation, on expliquait comment fonctionnait le dispositif, quelles étaient les règles du jeu, à quoi ça pouvait servir, etc. etc. Aujourd'hui, c'est plus de tout ça, moi, que je fais. Je leur demande, qu'est-ce que vous savez de l'endroit où vous venez ? Parce qu'ils ont tous été, les familles comme les adolescents, explorés préalablement, évidemment, sur la toile, de quoi il s'agissait, quelles étaient les appréciations qui avaient été données, etc., etc. Donc autant partir de cela. Qu'est-ce que vous savez de nous ? Dites-le nous, qu'on en parle. Hein. Donc là, il y a vraiment un changement aussi tout à fait radical dans l'accès à l'information et le rôle des adultes comme dispensateurs d'informations, puisqu'ils ne sont plus les seuls de leur place à le faire.
Ce rôle nouveau des adultes ne veut pas dire que leur place serait, comme je le disais tout à l'heure, moins importante. Et là, je crois qu'il faut aussi qu'on se méfie beaucoup de ne pas abandonner la partie sous couvert du fait que tout se passerait finalement ailleurs, alentour, sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., etc. Non, le besoin de rencontres avec des adultes qui peuvent témoigner de leur place, sans prétendre que cette place doit être forcément prise de la même manière par les suivants, mais c'est un rôle qui reste tout à fait essentiel. Et combien d'adolescents attendent cela? Et une de mes prescriptions principales est une ordonnance de rencontre. Je fais très très souvent des ordonnances sur lesquelles je prescris aller faire connaissance. Parce que cette connaissance mutuelle est extrêmement rare aujourd'hui. Peut-être, vous me direz-vous, elle n'était pas beaucoup plus importante avant, mais tout de même, il y avait dans la vie quotidienne toutes sortes d'indices et de messages qui pouvaient passer au-delà des informations officielles. Aujourd'hui, c'est très pauvre la connaissance de l'histoire des parents par l'adolescent, comme la connaissance de ce que vit, pense, éprouve l'adolescent par ses parents. On est beaucoup plus basé sur les apparences comportementales, sur le visible extérieur, vraiment, c'est tout à fait essentiel. Une fois dans sa vie, moi, quand je fais aussi des réunions avec des parents d'élèves, etc., assez souvent, et je leur demande s'ils sont 100, 200, levez la main s'il vous plaît, si vous avez eu l'occasion de passer un temps seul à seul avec votre enfant adolescent pour faire connaissance, sans objectif précis, sportif ou autre. Il y a très peu de mains qui se lèvent. Très très peu de mains. Et quand j'ai un groupe d'adolescents, je leur demande la même chose. Est-ce que vous savez un peu comment vos parents pouvaient vivre à votre âge, quelles questions ils se posaient, etc. Qui le sait de la bouche de ses parents? Très peu de mains se lèvent. Donc, ordonnance de rencontre. C'est une prescription qui me paraît tout à fait importante. Et quand ils la respectent, très peu la respectent, cette prescription. Parce que ça leur fait peur. Alors, ils ont de bonnes raisons. On est trop occupé, on n'a pas le temps. Vous comprenez, aller passer un week-end avec lui ou avec elle. Non, on a autre chose à faire. Et puis, on se connaît suffisamment, on se voit toute la journée. Non. Quand ils osent le faire, imaginons, le parent part avec son enfant pour un week-end en voiture. Les uns vont aller avoir comme objectif chercher les champignons dans la forêt, les autres visiter les châteaux de la Loire, j'en sais rien, peu importe, tant qu'à faire quelque chose qui leur plaît. Et au bout d'une heure dans la voiture, la conversation commence à se tarir un peu. Chacun se dit dans son coin, qu'est-ce qu'on va faire? Encore 23 plus 24 47 heures encore, mon Dieu. Alors, parfois, le parent, dans ces moments-là, se dit oh, j'ai oublié, j'avais un rendez-vous très important. Non, désolé, on fera ça le week-end prochain. Et abandonne la partie. Mais quand ils le font, même s'ils ne se sont pas raconté grand-chose, le seul fait d'identifier qu'on ne sait pas bien qui est l'autre est déjà une étape tout à fait précieuse. Alors, le rôle des adultes, donc, très important. Et j'en viens maintenant aux compétences, si on peut utiliser ce terme un peu vague, dont l'adolescent devrait être de plus en plus doté pour se débrouiller de ce monde incertain et faire face à l'avenir de manière plus adaptée. Évidemment, il y aura toujours la transmission nécessaire d'un socle de connaissances de base. Bon, on ne va pas balayer tout ça en disant tout ça, ça ne sert à rien, faisons du ludique et je ne sais quoi d'autre. Non, le socle de connaissances de base, des grandes références, que ce soit en lettres, en histoire, en géographie, en mathématiques, peu importe, ça reste évidemment tout à fait essentiel. Mais sur ce socle de connaissances de base, il va y avoir comme compétence requise de plus en plus une capacité d'adaptation. Cette capacité d'adaptation, c'est une capacité qui vient, vous le savez bien, des tout premiers temps de la vie. C'est-à-dire que la préparation des adolescents pour les aider à penser l'avenir dans un monde incertain se fait de 0 à 3 ans. Ça ne veut pas dire que si ça ne s'est pas bien fait à cet âge-là, tout est fichu. Mais c'est quand même le message qui devrait en ressortir, puisque
on le sait bien, c'est dans cette période de la vie que va se développer évidemment la curiosité, la capacité d'adaptation et la fameuse capacité de jeu dont Winnicott nous a abondamment et utilement parlé. Cette capacité de jeu qui s'installe, vous le savez, avant la fin de la première année de vie, hein, quand tout va bien, mais qui est inégalement répartie. Vous avez certainement, comme moi, autour de vous, des amis avec lesquels, quand vous allez plaisanter, vous avez intérêt à annoncer la couleur en disant « ce que je vais dire, c'est une plaisanterie », pour pas qu'ils le prennent au pied de la lettre. Le passage d'un système duel, hein, l'objet est moi, l'autre est moi, l'écran est moi, etc., c'est opéré normalement ce passage vers une relation triangulaire possible, hein, avec l'objet, le fameux objet transitionnel. Évidemment, tout ça, ça s'est constitué beaucoup plus tôt dans la vie, de manière très inégalement répartie. Donc, disons que cette capacité de distance, cette capacité d'humour, cette capacité de pouvoir ne pas tout prendre au pied de la lettre, évidemment, est héritée directement de ces expériences premières. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du rattrapage. C'est ce que nous faisons régulièrement, nous, les psys, quand on reçoit des enfants ou des adolescents, même plus âgés, et puis pour ceux qui reçoivent des adultes aussi, pour lesquels cette compétence n'est pas là, et où, par le biais justement de médiation, d'activités intermédiaires, nous allons petit à petit tenter d'installer cette compétence si précieuse dans la vie, surtout quand on est dans un monde incertain, évidemment. Alors, cette capacité de jeu, elle est déterminante, de plus en plus. Elle l'a toujours été, je pense, mais elle est vraiment déterminante pour pouvoir s'adapter finalement à un univers qui évolue de manière extrêmement rapide en permanence. C'est-à-dire qu'il va falloir voir quelle place on accorde, quelle place et quelle valeur, et pas seulement négative, on accordera à la curiosité. Dans les générations précédentes, on entendait dire « la curiosité est un vilain défaut ». Aujourd'hui, on devrait dire « la curiosité est une grande qualité ». La curiosité devrait faire l'objet d'une attention très forte. Comment la développer le plus possible sur le plan, dans la vie de tous les jours, et sur le plan pédagogique, sur tous les plans. Comment stimuler cette curiosité? Comment donner l'envie de l'exploration, l'envie du nouveau, qui est évidemment, à ce moment-là, pleinement satisfaite dans le monde incertain que nous connaissons. Puisque si on a de la curiosité, on est servi. Tous les jours, il y a des nouveautés. Tous les jours, il y a des éléments intrigants, des éléments stimulant la curiosité et des inconnus. Alors, évidemment, certaines de ces inconnues, j'en conviens avec vous, sont des inconnues inquiétantes. Mais il y a aussi tout un champ de développement. Je ne suis pas du tout un fan d'Elon Musk, mais on voit tout de suite que sur le plan psychologique, c'est la curiosité qui l'anime en permanence, toujours un truc de plus à, tiens, si, faire comme si on pouvait aller dans la Lune, si on pouvait aller je ne sais pas où, si on pouvait faire ci, si on pouvait faire... Bon, ce que le petit enfant a spontanément quand il est en bonne santé, tout petit, hein, on va faire comme si. Eh bien, qu'avons-nous fait de cette qualité-là et comment la sollicitons-nous ou la fabriquons-nous ou aidons-nous plutôt les enfants puis les adolescents à la maintenir vivace? Ça, je trouve que c'est un défi tout à fait important. Et comment nous allons donc mettre en place les conditions pour que l'incertitude, pour que l'inconnu, pour que l'inédit soit attirant et non pas angoissant. Et là, on a un gros travail à faire d'abord avec nous-mêmes, mais ensuite avec l'entourage familial. Votre enfant qui est en troisième ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard. Qui peut dire d'abord ce qui se passera plus tard? Et après tout, pourquoi ce serait si inquiétant? Il est par ailleurs curieux dans des tas de domaines, etc. Il est créatif, mais il ne peut pas répondre à la question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et alors? Mais il est maintenant en première ou en terminale, et il ne sait toujours pas.
Et alors ? Et il s'est même engagé dans des études universitaires. J'en ai quelques-uns pour l'instant, des étudiants comme ça en psychothérapie. Ils sont allés là parce que la lumière était allumée, hein, et parce qu'un camarade qu'ils aiment bien avait dit tiens, tu devrais aller là, c'est peut-être pas mal, ou c'est pas loin de chez moi, ou je sais pas, peu importe les critères. Et alors, les parents sont effrayés. Mais il a raté tout parce qu'il n'a pas fait les classes préparatoires, parce qu'il n'a pas fait ci, parce qu'il n'a pas fait ça. Ça étant évidemment associé très directement à ce qui pourrait rassurer l'adulte. Donc on a de plus en plus d'adolescents qui sont des chargés de mission d'une certaine manière. La mission étant pas forcément de construire leur propre avenir au gré de péripéties plus ou moins hasardeuses, mais de rassurer leurs parents. Et là, on a un gros travail, et on sait bien que quand on s'occupe d'enfants, d'adolescents, le plus gros du travail, c'est avec les parents. Voilà. Alors, on va avoir aujourd'hui deux sortes d'adultes et deux sortes d'adolescents, grosso modo, qui vont impliquer des modalités de prise en charge, d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement différents. Et pour moi, c'est un des critères différenciateurs principaux, bien au-delà des catégories nosographiques en psychopathologie, etc. Ça va être ceux qui vont chercher à colmater leurs inquiétudes par le familier, chercher à se rassurer par ce qu'ils maîtrisent ou pensent maîtriser, d'une part, et qui sont donc dans cette relation, on pourrait dire, à l'objet-étude ou l'objet-métier futur ou l'objet-vie extérieure, une relation duel. Il n'y a pas de jeu. Et celles et ceux pour lesquels ce ne sera pas le cas et qui pourront faire avec l'incertitude sans sombrer dans l'angoisse et sans mobiliser immédiatement des mécanismes de défense plus archaïques pour se rassurer. Là, c'est vraiment deux catégories différentes. Avoir du jeu ou ne pas avoir du jeu. Ceux qui n'ont pas de jeu au sens très large du terme, cela, il va falloir reprendre les choses à la base. Et ça va être une autre affaire. Et on sait que ça va prendre plus de temps. Quelle que soit par ailleurs leur apparence symptomatique. Hein. Et puis, vous avez celles et ceux qui ont du jeu, qui sont capables, avec un petit sourire des regards, de comprendre qu'on plaisante, qui sont capables de se situer sur une scène imaginaire. On dirait que, comme avec le petit enfant qu'on peut amener immédiatement quand il est en bonne santé, tiens, on va dire que tu es ci ou tu es ça. On fait comme si. Ben cela, évidemment, ça va être autre chose, le travail avec eux. Alors, tout ça, évidemment, je vais en terminer par là pour vous laisser la parole et qu'on poursuive sous forme d'échange. Tout ça se construit donc dès les tout débuts de la vie. C'est-à-dire que la prévention des impasses dans lesquelles certains adolescents se trouvent, c'est dans les premières années de la vie. Donc, évidemment, ce n'est pas votre champ d'action principal, sauf dans vos familles, mais sinon, ce n'est pas le champ d'action principal. Mais c'est vrai que pour avoir travaillé aussi de nombreuses années parallèlement en néonatologie, on voit comment les choses se construisent très très vite, très très tôt, et comment les situations peuvent se figer ou s'organiser sur un mode problématique très tôt, alors qu'elles peuvent se désengager des impasses très facilement dans les premiers temps de la vie. Les interventions précoces sont extrêmement précieuses. On voit certains, moi je me souviens de certains nouveau-nés en couveuse avec des parents qui avaient projeté déjà dans la couveuse toutes sortes d'angoisses, d'inquiétudes, d'impossibilités, de ressemblances inquiétantes, que sais-je encore, et qui organisaient, sans le vouloir bien évidemment, déjà en grande partie la destinée de ce futur enfant par toutes ces projections finalement qui se faisaient dans son berceau. Et comment dans ces moments-là, dès lors qu'on peut les dégager un peu, différencier ce que cet être qui vient au monde est et ce que les parents ont en tête avec leur histoire et leur histoire intergénérationnelle, eh bien, on pouvait assez facilement repartir sur un meilleur pied.
Donc ça, c'est pour ça que j'étais très content quand il y a eu le projet des 1000 premiers jours, dont on n'entend plus parler d'ailleurs beaucoup, mais qui me semblait devoir être une priorité effectivement tout à fait essentielle, même si les fruits de tout cela, c'est pour dans 15, 20, 30 ans. Mais moi, je pense que notre responsabilité, c'est pas seulement, et c'est évidemment de s'occuper de ceux qu'on a en face de nous aujourd'hui, mais c'est aussi de penser à la préparation d'un rapport au monde différent pour ceux qui sont aujourd'hui des bébés et qui vont devenir les adultes de demain. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on pourrait dire que la manière dont l'école s'en occupe et de ces enjeux-là est assez inquiétante. Et pour le moins, quand j'entends les enfants rapporter leurs expériences scolaires, quand j'entends ces parents me dire qu'ils viennent en consultation poussés par l'enseignante de moyenne section de maternelle qui dit s'inquiéter beaucoup pour leur enfant parce qu'il ne sait pas encore écrire, me dit qu'il y a du travail. Et qu'on est bien loin des expériences finlandaises où on va les inciter à écrire, à lire, etc., que vers l'âge de 7 ans, en pensant que la mise en situation de jeu, d'interrelations sociales, guidée par des adultes, bien entendu, fait partie des fondamentaux tout à fait essentiels. Donc il y a du travail de ce côté-là. On a ce travail du côté des enfants, des adolescents, mais aussi de leurs parents, puisqu'il y a bien souvent à les aider à réviser leur représentation de ce qu'ils font comme étant utile ou pas utile, bon ou pas bon, encore que ces catégories binaires, il faut s'en méfier, et comment ils peuvent contribuer très utilement à la construction de l'avenir par leur enfant, alors même qu'ils pensent qu'ils n'en ont plus les moyens, parce que ce monde, on n'y comprend plus rien, on ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne connaît pas les métiers de demain, tout ça c'est la catastrophe assurée, et donc on baisse les bras, on abandonne, ou alors on rigidifie les choses et on remet dans un cadre qu'on connaît bien, le sien, pour que la réassurance puisse s'opérer. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, peut-être, et puis en attendant, évidemment, vos remarques, vos questions. Merci beaucoup pour ce partage. Et peut-être le temps que le micro circule, je peux faire quelques... Voilà. En fait, ça m'est venu après, mais en vous entendant assez souvent faire ce lien petite enfance, adolescence, ça m'a fait penser aussi à Bernard Gols, qui est en train de travailler à la création d'un institut justement bébé-ado, et avec l'idée justement de regrouper tous les professionnels qui travaillent, réfléchissent en fait dans ces deux dimensions qui en fait sont deux dimensions d'une continuité et d'une préparation de l'autre, et de ce fait c'est pleinement dans ce que vous disiez. Absolument. Je me souviens quand je l'avais invité il y a maintenant 20 ans, Bernard Gols, à faire une conférence sur l'adolescent. Il m'avait dit mais j'y connais rien, je m'occupe des tout petits. J'ai dit justement c'est ça qui m'intéresse, et il s'est pris au jeu et finalement s'y bien intéressé. Ouais. Et une deuxième chose aussi, vous avez évoqué la capacité, le développement de la capacité d'adaptation, curiosité de l'autre, curiosité du monde. Dans vos écrits, vous évoquez aussi le fait de développer l'intelligence émotionnelle, la générosité, y compris à l'école. Et c'est quelque chose qui effectivement me semble très important aussi et qu'on a du mal à faire surgir au sein de l'école. Et je vais pas du tout prétendre réformer l'école. Il y a beaucoup plus compétents que moi s'y sont essayés. Je trouve qu'il y a une dimension qui est en train d'évoluer très, très rapidement et qu'on ne prend pas en compte du tout, c'est la dimension groupale. Cette dimension groupale dans laquelle les adolescents d'aujourd'hui sont très à l'aise via les réseaux sociaux en particulier, cette dimension groupale ne me semble pas, dans la plupart des cas, il y a évidemment des tas d'expériences très, très stimulantes et intéressantes dans l'éducation nationale et à l'école, mais ne semble pas généraliser suffisamment. C'est-à-dire que dès lors que ces élèves agités dans la classe parce que ça ne les intéresse pas ou ils sont en train de continuer d'envoyer des SMS dans la poche de leur pantalon
tout en écoutant soigneusement l'enseignant, hein, eh bien, ces élèves-là qui s'ennuient, il faut bien le dire, qui du coup décrochent parfois, même de plus en plus souvent, vous les mettez dans une situation de défi groupal, il faut aller chercher ci ou ça, dans quel que soit le domaine dans le cadre scolaire, guidés par l'enseignant, ils s'y mettent très rapidement, très vite. Ces défis par petits groupes, qui va trouver le premier et le mieux telle information, telle résolution de problème, telle énigme historique, que sais-je encore, dans tous les domaines, eh bien, ça marche très très bien. Et là, vous les voyez déçus quand la sonnerie arrive et qu'il faut s'arrêter. Hein. Donc, on a à repenser en partie, pas la révolution, mais en partie, les manières d'impliquer, d'intéresser, de redonner du jeu, de redonner du plaisir de la découverte, de la nouveauté. Et il y a des tas d'outils et des tas de moyens pour faire cela. Voilà, donc merci beaucoup pour votre intervention. Donc, moi, je me suis un peu... ça m'a fait beaucoup réfléchir, enfin, je ne sais pas, ça m'a animé intérieurement, la question « Où sont passés les adultes ?» Où sont passés les adultes? Et donc, dans ce monde-là, c'est-à-dire que tout de suite, en fait, qu'est-ce que c'est être un adulte? C'est être responsable. Et comme, en fait, je côtoie beaucoup ces derniers temps le monde écologique. Et donc, en fait, par exemple, sur la question du numérique, les écolos, un certain nombre d'écolos finissent par s'inquiéter de la dépendance au numérique. Dans 30 ans, il faudrait s'en départir, dans 30 ans, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que, en fait, dans notre éducation, on en devient dépendant. Et donc, même dans la question du soin, on intègre le numérique. Donc, quelque part, symboliquement, on vient dire que grâce au numérique, on peut venir soigner. Alors que, effectivement, quelque part, on alimente la normalité. Que en fait, le numérique fait partie de notre quotidien. Et donc, en fait, il y a un économiste, Kenneth Boulding, qui dit que en fait, si on pense qu'on peut croître de manière infinie dans un monde fini, c'est qu'on est soit fou et soit économiste. Et donc, être responsable, c'est internaliser les limites. On sait bien en tant que psychologue que en fait, justement, c'est cette interrogation des limites qui vient, en fait, si on est en dehors du réel, voilà. Donc, c'est hyper compliqué d'internaliser le réel dans ce monde aujourd'hui, comment il est construit, puisque en fait, nous avons construit quelque chose à partir d'un imaginaire qui ne respectait pas la question des limites de la croissance. Donc, je me suis dit qu'on n'était pas sorti du grand bazar. Voilà. Oui, mais les bazars, c'est pas mal aussi. Hein. Les bazars, c'est pas mal aussi. Non, je pense que par rapport à... Il y a une confusion fréquente que j'observe entre les outils et leur usage. C'est pas du tout la même chose. Votre remarque me fait penser à des gens qui disent « Oui, mais c'est très, très dangereux tout ça. Les écrans, les numériques, etc. C'est très, très dangereux. » Ça dépend comment on l'utilise. Un marteau, c'est extrêmement dangereux si vous tapez sur le crâne de quelqu'un avec. Mais quand vous avez un clou à enfoncer, c'est drôlement utile. Le numérique, laissons-le, remettons-le, mettons-le, apprenons-leur à ce que ça soit mis au rang d'un outil. Et un outil qui, à ce moment-là, est très précieux. Ce n'est pas une fin en soi. À ce moment-là, on évitera un peu une espèce soit de peur, comme l'apparition des premiers chemins de fer suscitait une terreur chez ceux qui voyaient ces locomotives fumantes, bruyantes, passer devant eux en disant « là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Retournons vite à la diligence avec les chevaux. » Oui, mais vous voyez, on peut proposer de revenir à l'usage
de la pierre et du burin pour écrire. Mais on a fait des progrès qui facilitent beaucoup certaines choses. Ce sont des outils. Je trouve que c'est cette différence que l'on va voir. Et cette différence, elle peut s'établir dès les débuts de la vie. C'est là où il y a un rôle aussi important. Et par la suite, dans l'éducation aux médias, comme on dit aujourd'hui. L'apprentissage de l'utilisation des médias, des médiations numériques, des outils numériques, ça doit faire l'objet d'un apprentissage guidé par des adultes aujourd'hui, comme n'importe quel autre apprentissage, pour que justement ce ne soit pas une sorte de tout auquel on se réfère en permanence, qui occupe tout l'espace de vie de l'enfant puis de l'adolescent. Donc là, je crois qu'il faut qu'on se méfie. Mais combien de fois j'ai des parents qui sont très inquiets par l'usage que leur enfant fait des écrans, des jeux vidéo dont il ne décroche pas. On dit à table, il dit « Attends, j'ai pas fini, j'ai quand même une forteresse avec une centaine de combattants en cours, là, et je suis presque prêt à la conquérir. Votre repas, vous êtes bien gentil, on verra ça plus tard. » Donc, qui sont captés par ça, qui sont captés. Donc, comment peut-on être dans une relation à l'écran, si on généralise et simplifie, une relation à l'écran qui permette une certaine distance. Des parents qui passent devant l'ordinateur, voient leur enfant en train de jouer à un jeu vidéo violent où il s'arrête 30 secondes, il y a déjà eu 3 morts. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fabriques, c'est fou. Regarde un peu combien de personnes sont tuées là en 30 secondes. Alors ça, un adolescent en bonne santé va ne absolument pas comprendre cette remarque. En disant, mais tu n'as pas remarqué que ce n'était pas pour de vrai. Vous voyez ? Donc, il y a un premier décalage. Évidemment, si l'adolescent prend ça pour de vrai, c'est embêtant. Mais sinon, et ça, il y en a quelques-uns, mais sinon, c'est une infime minorité. Donc le décalage va être énorme. Et à ce moment-là, pourquoi ne pas s'arrêter quelques minutes de plus ? Tiens, explique-moi, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Non pas pour que je devienne fan, mais qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Moi, a priori, ça ne m'intéresse pas, mais explique-moi. Très peu ont cette attitude d'ouverture à un dialogue autour de la médiation. Et là, on passe du chiffre 2 au chiffre 3 encore. Toujours pareil. Il y a l'écran et l'ado, et il y a le parent. Et le fait d'en parler, de parler de ce qui se passe, de parler de ce qui s'y joue, modifie complètement la relation à ce moment-là, à cet objet écran. Donc je crois que c'est tout un travail éducatif, pédagogique depuis les premiers temps de la vie. On sait bien que si on met un smartphone avec un petit film devant les yeux d'un bébé, il sera sage, hein, il n'y aura pas de problème. Hein. Au point que certains parents leur mettent un iPad ou autre devant, hein, dans le berceau, pour être tranquille. Donc, et ça, on sait bien les effets que ça peut avoir plus tard. C'est l'inverse de ce que je dis, c'est-à-dire une éducation très progressive à ces usages pour qu'ils aient une place, mais parmi d'autres, dans la vie du sujet, en connaissant mieux les limites, les impacts et les avantages. Merci. Promis, je poserai la question à mon fils sur ce qui l'intéresse dans Fortnite, mais ça va être difficile. Oui. Pourquoi ? Difficile parce qu'il ne voudra pas répondre ? Difficile parce qu'il va falloir que je m'adapte à ce qu'il va me dire. Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Eh oui, c'est là qu'on fait des découvertes. Alors ma question, elle est plutôt sur les transitions. Vous valorisez beaucoup les transitions, les transmissions, les transitions en termes de rapport au monde, rapport au temps, comme un temps mou dont aurait besoin autant l'adolescent pour avoir le temps de l'incertitude et ensuite de pouvoir choisir parce qu'il a eu le temps de cette incertitude, et puis aussi le temps, ce temps mou dont auraient besoin les adultes pour s'adapter, commencer à comprendre dans quel monde ils vivent pour qu'ensuite ils puissent se retourner vers les enfants qu'ils ont créés eux aussi et puis essayer de se mettre à la page, et les enfants peuvent nous aider effectivement. Vous n'évoquez pas dans votre intervention la transition, la transmission aussi entre le pédopsychiatre que vous êtes et le psy-EN. Est-ce que vous pourriez évoquer cette transition et cette transmission aussi dans l'optique, vous dites, du développement du jeu. J'ai eu des expériences difficiles, un profond, je pense que je ne vais pas être la seule, j'espère que je ne vais pas l'être, un profond sentiment de solitude où j'essayais
Et parfois, j'y arrivais pas, ou alors j'avais de petites victoires vis-à-vis de certains jeunes. Et bon sang, pour cet infime, vous dites, il y a très peu de gens, très peu d'adolescents qui mélangent réel et virtuel. Mais alors, quand ça arrive, le PsyEN, il a aussi besoin de liens et de transition avec vous. Et j'aimerais beaucoup vous entendre à ce sujet. Merci. Oui, c'est une vaste question, hein, mais là, évidemment, si vous repérez, si vous identifiez des difficultés de fonctionnement telles que celles que vous évoquez, là, en dernier lieu, il y a du travail thérapeutique à mener. Il y a avec cet adolescent-là, pour qu'il soit moins en difficulté dans le monde aujourd'hui et demain. Hein. Donc ça, c'est évident. Alors le passage de relais est infiniment plus aisé à évoquer aujourd'hui qu'il y a 40 ans quand j'ai commencé. Hein. C'est vraiment, ça n'a plus rien à voir. Parler de psy à l'époque, c'était vraiment, oulala, hein, il n'est pas fou. Bon. Donc, on pourrait même dire qu'aujourd'hui, c'est presque trop facile. Si, je vous assure, dans la tête de beaucoup de personnes, ça a été beaucoup banalisé, au point qu'il n'y a plus de différenciation suffisante de par les aspects quantitatifs de la profession en plus, entre ceux qui relèveraient vraiment d'une compétence pédopsychiatrique et ceux qui relèveraient d'une compétence psychologique, d'une approche psychologique. Vivement que les actes des psychologues puissent être pris en charge par l'assurance maladie, pour qu'il y ait les premières lignes qui vont être les adultes qui s'occupent des adolescents, qui repèrent et soient formés à mieux repérer ces difficultés, par exemple. Une deuxième ligne qui pourrait faire un pas de plus, et une troisième et une quatrième ligne seulement quand ce serait vraiment nécessaire, ce qui est quand même minoritaire. Donc beaucoup de consultations sont encombrées, c'est comme ça, hein, par des demandes qui pourraient être réglées tout à fait ailleurs. Voyez, et du coup, d'avoir moins de place pour s'occuper de celles et ceux qui auraient vraiment besoin de soins, vous voyez, plus denses. Donc ça, c'est la première chose, c'est comment bien évaluer ce qui relève de quel niveau, quel niveau professionnel. Alors après, oui, quand vous repérez ces adolescents-là, j'imagine que pour vous, la difficulté, c'est de les orienter vers des dispositifs ou des professionnels adaptés, parce que vous n'en trouvez pas assez, c'est ça ? En fait, il va y avoir le premier élément, effectivement, on n'en trouve pas assez. Et puis après, alors moi j'ai eu la chance du côté d'Avranches d'avoir certains chefs de service avec qui je pouvais vraiment établir un lien. C'est pas un contact, c'est pas dire je passe le relais. C'est vraiment, on a la même personne avec le même environnement, les mêmes parents, les mêmes dynamiques, problématiques. Et donc comment, sur le temps qu'il passe chez vous, qu'est-ce que vous opérez, et sur le temps qu'il passe chez nous, qu'est-ce que nous opérons, et quel est le sens qu'on va pouvoir donner ensemble et qui va pouvoir être repéré par l'élève pour qu'il se sente pris en charge avec une même ligne directrice. Et comment on fait le lien ensemble ? C'est cette transition-là dont je parle. Oui, le lien, oui, mais ce lien qui devrait ne pas attendre une situation clinique particulière pour s'établir. C'est-à-dire qu'idéalement, on se connaîtrait préalablement. Voilà. Hein, ça, c'est l'idéal. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait parce que j'étais chef de service de pédopsychiatrie avant en région parisienne. Ce que j'ai toujours fait, des réunions sur la région régulière, sans s'occuper d'un cas particulier, mais pour qu'on sache mieux à qui on a affaire, et quand on se téléphone, immédiatement les choses se passent plus facilement. Donc ça, c'est évident. Mais ça, malheureusement, chacun a ses conceptions du travail, ses priorités. Moi, je pense que c'est une priorité. Mais donc, je ne peux qu'aller dans votre sens. Après le passage, on sait bien que la qualité du lien que nous avons entre nous, les professionnels, va être un des éléments qui va faciliter les relais, les prises en charge en relais. S'il n'y a pas cette qualité du lien, ça ne va pas. Par contre, vous avez dit quelque chose qui m'a arrêté l'attention.
aller dans le même sens ou avoir je ne sais plus comment vous l'avez fait. Une directive, ouais. Oui, des lignes directives communes, etc. Pas forcément. Moi, personnellement, je fais volontiers l'éloge des différences. Et que les différences de point de vue, du moment qu'elles peuvent s'échanger, et sont tout à fait précieuses, qu'on ne va pas rencontrer les mêmes types de relations, le même type de réponses chez l'un, chez l'autre, et ces différences-là sont tout à fait intéressantes. Par contre, que les liens entre les professionnels soient habituellement entretenu, mis au travail, entretenu. Bah oui, bien sûr. Moi, ça me paraît une évidence, ayant grandi dans l'époque de la psychiatrie dite de secteur, où, à mes débuts, on passait notre temps, on pourrait dire presque une grande partie du temps, à établir les relations avec tous les partenaires utiles quand on s'occupe d'enfants ou d'adolescents. Bien sûr. Bonjour. J'aimerais bien vous entendre sur la question du deuil, de la culpabilité et la dette, sur la remarque que je vais faire. Et ça va avoir du lien avec tout à l'heure la question de la transition climatique et écologique plus largement. En fait, pour moi, dans ma perception, donc l'adulte, il s'inscrit dans une forme de continuité de l'histoire, de notre histoire commune. Et il y a eu déjà une première révolution numérique, donc avec les jeunes qui se sont appropriés plus ces outils. Ils ont pris une sorte de pouvoir, on pourrait dire, à ce sujet. Et ensuite, il y a eu une diffusion de la connaissance chez les jeunes générations, où, encore une fois, effectivement, ils ont acquis un peu plus, en tout cas, des connaissances sur ces sujets-là. Et ça reprend un vallon, ils s'opposent pour se construire envers l'adulte. Et j'ai l'impression, en fait, que les générations d'adultes qu'on pourrait associer aux boomers, parce que souvent les jeunes générations parle de boomers, etc., pour un peu taquiner sur le réchauffement climatique, parce qu'il y a des liens sur... c'est la faute des boomers, un petit peu, d'avoir suivi un petit peu l'idéal de la croissance économique. Du coup, j'ai l'impression que les adultes, par exemple de 40, 60 ans, etc., en fait, ont du mal à composer avec une dette générationnelle de s'être inscrit en fait dans cette société qui est pas durable. Et bref, je pense que vous voyez où je veux en venir. J'aimerais bien vous entendre sur cette question de... ça réagit, donc si vous voulez réagir, allez-y. Voilà, on parlait d'adultes, où sont les adultes, comment les aider, comment on peut les aider à faire le deuil, etc. Donc, si vous pouvez commenter, si vous avez des idées, je suis preneur. Mais ma pratique assez habituelle avec les médias m'a conduit à apporter parfois des réponses aux questions qui n'ont pas de rapport avec la question. J'ai plutôt entendu dans votre propos une manière d'exprimer ce que vous repérez, identifiez, plus qu'une question. C'est pour ça que je suis un peu dans la difficulté pour apporter une réponse à une question. Mais il faut qu'on se méfie beaucoup toujours des généralisations. Il y a des jeunes très vieux, très très vieux dans leur manière de penser, parfois dès l'âge de 20 ans. Et il y a des vieux très jeunes. Ce qui les différencie, c'est que les premiers se tournent vers le passé et ne s'occupent que du présent. Les autres continuent de s'intéresser à l'avenir. J'ai eu la chance de rencontrer très souvent le professeur Robert Debré, qui a fondé la pédiatrie en France. La première chose qu'il demandait à ses interlocuteurs quand il les rencontrait, quel que soit leur âge, y compris des gamins: comment tu vois l'avenir? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Comment tu vois les choses, etc. Avec un réel intérêt pour la réponse. Donc je crois que cette
faut qu'on se méfie beaucoup des généralisations, vous voyez, concernant les générations. Ça nous aide à nous repérer parfois. Bon, bien sûr, il y a des références partagées, culturelles, historiques, etc., qui fondent les générations. Mais faut que, sur le plan psychologique, sur la manière d'appréhender le monde, ses changements, etc., je pense que ça n'est pas lié seulement à la génération. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et que c'est beaucoup plus lié, moi, dans ma conception, à la manière dont on a pu se construire et dont on a pu établir son rapport au monde et aux autres. C'est beaucoup plus cela. Alors, après, qu'il y ait vraiment... Vous êtes en plein dans le mille, hein, avec votre titre, des incertitudes, des enjeux nouveaux qui se posent avec le numérique, son usage, son utilisation. Personnellement, je trouve que c'est un progrès tout à fait important. Je ne sais pas combien d'entre vous pourraient se passer maintenant de leur smartphone. Moi, quand je vais chez des amis et que j'ai oublié le code d'entrée de l'immeuble, je suis content de l'avoir, hein, etc., etc. Et quant aux enjeux écologiques, évidemment, il y a une prise de conscience par la génération nouvelle. Et quand même, il y avait quelques vieux qui y avaient pensé depuis très très longtemps, qui sont oubliés aujourd'hui. C'est toujours pareil, on a une capacité d'amnésie, chaque génération, qui est assez extraordinaire, et on a tendance à oublier ce qui s'est fait avant. Regardez dans notre domaine, dans mon domaine, quand je fais un petit sondage aux étudiants de psychologie en Master 1 ou aux futurs psychiatres qui sont en cours de spécialisation, je leur demande qui connaît Winnicott. Ben, je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent aujourd'hui. Qui connaît Philippe Jamet? Fini, hein. Alors, ils connaissent les derniers qui sont passés à la télévision ou dont on a parlé comme ça, sur les réseaux sociaux. Mais donc, ça va très vite. Serge Lebovici, René Diatkine, tous ces gens-là, plus personne n'en entend parler, plus personne n'en parle. Et quand vous allez revoir, si vous y allez, relire leurs écrits de l'époque, ça n'a pas pris une ride, hein, parce qu'ils étaient dans le souci d'une compréhension de fonctionnement psychique de l'enfant, de l'adolescent. Et ça reste évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, tout à fait identique, quels que soient les changements en surface. Donc il faut qu'on soit très prudent dans ces appréciations, enfin moi je le suis, pour éviter des classifications, des généralisations qui pourraient nous empêcher, au contraire, de penser ensemble mieux les choses. Vous voyez, Tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de l'importance de la relation à l'adolescence, hein, des relations réelles, virtuelles et groupales autour duquel l'ado se construit. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une problématique particulière dont se saisit l'école, particulièrement le niveau collège, le lycée pro aussi, le harcèlement. Et en fin de compte, c'est des relations qui sont caractérisées dans l'établissement, hors l'établissement, mais qui préoccupent l'institution et qui viennent, en fait, le harcèlement et j'ai l'impression que c'est si important dans l'école aujourd'hui que ça vient percuter la fonction première de l'école, transmission des savoirs, l'apprentissage, voilà. J'aimerais avoir votre point de vue sur cette question un petit peu. Non, vous avez raison de le souligner. Alors, moi, ce qui me surprend toujours, c'est comment des questions comme celle-ci, par exemple, émergent, prennent de l'importance à un moment donné, alors qu'elles ont toujours existé. Et comment on met sur le devant de la scène une problématique à un moment donné, à une époque donnée, au détriment des autres. Les autres étant toujours là, les autres problématiques. Le harcèlement, moi j'ai des souvenirs au collège et au lycée, il y en avait. Hein. Alors la différence, vous l'avez pointé, c'est qu'effectivement le harcèlement maintenant, on va le retrouver en ligne de façon très très large et très difficile à arrêter puisque ça continue sa propre vie.
hein, dans ces dispositifs. Donc ça, c'est un changement tout à fait fondamental. C'est-à-dire qu'auparavant, quand on était harcelé, on pouvait se voir conseiller au bout de quelques temps de changer d'établissement pour repartir dans une autre histoire. Aujourd'hui, ça ne servira pas forcément de la même manière. Donc ça, c'est un changement. Mais qu'il y en ait plus qu'avant, personnellement, j'en suis pas du tout convaincu. Il faut qu'on se méfie toujours, enfin, en tout cas moi je m'en méfie, ce n'est pas parce qu'on en parle plus que c'est plus important. Je suis plutôt intéressé par essayer d'identifier ce dont on ne parle plus et qui existe toujours. Et qui va mettre les jeunes qui sont dans ces problématiques dont on ne parle plus parce qu'elles n'intéressent plus, hors circuit de prise en charge et de repérage. Ça, il faut qu'on se méfie beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'on privilégie vraiment les choses. Aujourd'hui, ça va être dans l'école primaire, ça va être l'agitation, hein, très vite catalogué TDAH, voilà. Dans le secondaire, ça va être le décrochage scolaire et le harcèlement. Bon, aujourd'hui, il y a une époque où c'était pas ça, où ça allait être les enjeux autour de la consommation de produits, où ça allait être les questions sexuelles, où ça allait être l'inappétence scolaire, enfin j'en sais rien moi, mais ça, voilà. Toutes ces questions-là continuent d'exister. Simplement, le projecteur tourne et se fixe au gré du retentissement médiatique, de l'impact angoissant que cela peut avoir, parce que quand on est angoissant, on est plus facilement accroché à l'information, et voilà, et ça circule comme ça. Donc oui, harcèlement, un vrai problème, surtout par l'amplification qu'apporte le numérique, hein, et les réseaux sociaux. Mais ça a toujours existé. Enfin, je ne sais pas si vos souvenirs d'anciens élèves, il y a toujours eu un élève qui était un bouc émissaire, qui était ennuyé par les autres, qui était provoqué, qui était moqué. Ça a toujours existé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, hein, attention. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas parce que c'est banal, malheureusement, qu'il ne faut pas s'en occuper. C'est extrêmement délétère pour les victimes et l'autre. Mais il y a des expériences là, qui se font en Finlande ou ailleurs qui sont tout à fait intéressantes, hein, de mettre ensemble la victime et le harceleur en présence d'un tiers adulte professionnel pour qu'ils s'expliquent et voient et mesurent de façon personnalisée l'impact de ce qu'ils font. Des choses comme ça qui, par exemple, ont beaucoup d'effets positifs, hein. Il y a des tas d'initiatives qui sont prises dans d'autres lieux. Une dernière question, c'est ça, avant de clore ? Voilà. Donc, en entendant l'échange que vous avez eu tout à l'heure à propos des adultes, des adolescents et des réseaux sociaux, de l'Internet, etc., donc je me suis posé la question suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui que la famille est au moins partiellement ailleurs? Je pense à ça. Si on songe, par exemple, que de nombreux adolescents passent un temps considérable à regarder des vidéos d'influenceurs sur YouTube, par exemple. Et on sait maintenant qu'il y a une profession qui existe, qui est celle d'impresario pour influenceurs, c'est-à-dire des grandes entreprises qui placent des produits, des conduites, des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas donc des adultes cachés quelque part, ou oui, cachés, qui jouent en partie le rôle de la famille sur le guidage des conduites adolescentes? Voilà la question que... Oui, que la famille serait ailleurs. En partie. En partie. En partie. En partie. Au moins. Mais la famille, au sens traditionnel du terme, reste une référence très importante pour les adolescents, quelles que soient leurs apparences, leur discours à son sujet. Je crois qu'il ne faut pas qu'on confonde le fait que la famille puisse se déployer, la famille au sens large, puisse se déployer sur d'autres scènes, et l'investissement de la famille par l'adolescent, surtout quand il dit qu'il s'en fiche et qu'il n'en a rien à faire.
Alors, j'avais écrit un livre aussi dans le passé, il n'y a pas très longtemps, sur les intérieurs. Les intérieurs, vous savez, c'est le double sens de ce mot, là où on habite, mon intérieur, et son intérieur au niveau psychique. Et que bien souvent, l'intérieur où l'on habite, on y projette et on y place évidemment des éléments qui nous singularisent et auxquels on tient. C'était, et je dirais, auxquels on tenait. Puisque dans les changements que vous évoquez, j'ai été très frappé. J'avais fait ce livre avec un ami qui est expert immobilier et qui voyait quantité de logements par une évolution tout à fait flagrante pour la nouvelle génération. L'intérieur, dans les deux sens du terme, n'est plus là où il était. Le lieu où ils vivent, un lit, un réfrigérateur, une prise et la Wi-Fi. L'intérieur est à l'extérieur. L'intérieur est sur les réseaux sociaux. Ils se déploient là. Leur vie, regardez Instagram, etc. La vie intime de chacun est exposée régulièrement à sa grande famille du réseau. Et je ne sais pas si dans les autres villes c'est la même chose, mais moi qui suis parisien, dès qu'on circule dans Paris à partir de 18h le soir jusqu'à vers 23h, les terrasses des cafés sont remplies de cette génération de 16, 25, 30 ans. Remplies. Et là, c'est là qu'ils se retrouvent, c'est là qu'ils échangent, c'est là qu'ils construisent leurs projets, leur vie, etc. Donc, il y a un déplacement considérable. Mais même si quantitativement et apparemment la famille est réduite à une portion plus congrue, au profit de ces familles larges, elle garde néanmoins une importance tout à fait considérable dans la tête de l'adolescent. Les adolescents que je reçois, vous devez voir ça, dès qu'on les y invite et dès qu'ils s'y autorisent, le sujet principal dont ils parlent, c'est quand même les relations avec leurs parents. Presque toujours, ne serait-ce que pour les déplorer, mais ça montre aussi l'importance que ça a. Quand on critique beaucoup, c'est que ça a de l'importance, que l'autre a de l'importance. Donc et aussi parce que les parents, ça finance. Oui, pas seulement. Oui, ça c'est les plus intéressés des adolescents. Mais au-delà de cet aspect économique, qui évidemment est important, mais qui ne les incite pas pour autant, beaucoup d'entre eux, à faire attention à la qualité de la relation aux parents en espérant obtenir mieux par ainsi. Donc, quand même, mais vous avez raison, il y a un déploiement, disons, des relations au-delà de la famille qui est beaucoup plus large, dont on peut voir aussi les bénéfices, avec une quantité de modèles identificatoires beaucoup plus diversifiés. Et voilà. Et donc dans la question précédente aussi, je termine. Donc j'ai deux prescriptions principales. La première, c'est l'ordonnance de rencontre parents-adolescents, et la deuxième, c'est pour les parents inviter, essayez de faire en sorte que vos enfants rencontrent d'autres figures adultes le plus possible. Et là, ça peut être notre rôle de professionnel aussi. Allez rencontrer des adultes. Vous vous posez des questions ou pas d'ailleurs sur les différents métiers, etc. Allez voir des professionnels. Allez les rencontrer, allez discuter avec eux. Vous avez autour dans votre famille différentes personnes qui ont différentes vies. Allez discuter. Questionnez-les. Voilà. Merci beaucoup. On va devoir arrêter là pour les échanges. Merci pour votre présence.